Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 49. En Gironde, 49% des délinquants sur la voie publique sont étrangers, a révélé le préfet Étienne Guyot lors de ses vœux adressés à la presse, mais il n'existerait aucun lien entre insécurité et migration. Au sommaire de l'émission ce soir, 843 jours. L'armée israélienne a annoncé que le corps de Ran Gvili avait été identifié. La guerre à Gaza est-elle terminée 843 jours après le 7 octobre 2023? Débat dans quelques minutes. Pologne, Espagne, Iran et Israël. Après le premier débat, vous ferez le tour du monde lors d'un tour de l'info pimenté concocté par Chana de Paz. Débat politique israélienne à 21h30 avec un Naftali Bennett très fâché par un montage publié sur les réseaux sociaux par le Likoud. Et enfin, les frères Nakache présenteront leur spectacle Racine le dimanche 8 mars 2026 à 17h30 à la salle Gaveau à Paris. Marc Nakache sera notre invité en fin d'émission. Et nous conclurons Ça se débat par la géniale carte blanche du non moins génial Julien Hassan. Vous êtes prêts? Bien installés sur votre canapé? Allez, je vous présente le casting du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 49, en compagnie de Myriam Azoghi-Alvax. Bonsoir Myriam, comment allez-vous? Aujourd'hui, soulagée, comme tout le monde, je pense. Alors, on va parler de Ran Gvili un peu plus tard dans l'émission, mais l'ancien otage Daniela Gilboa a partagé hier un extrait de sa nouvelle chanson. On écoute et on en parle avec vous. ובכל זאת איך שזמן עובר הכל עצמאי מול העיניים גם אם הראש מתחיל להתבלבל אני נזכרת עכשיו טוב יותר תכריחי עכשיו הכל זורם ואין כמו בבית איפה שהכל נגמר משהו חדש נוגע שמש אחרי Une chanson publiée 1 an après sa libération de Gaza. Qu'est-ce que ça m'évoque? Oui. La victoire. C'est ça la victoire. C'est la victoire du peuple. On vous sent ému? Ah ouais. Vous savez, je peux parler en mon nom, au nom de raison gardée, bien sûr, mais je pense que il y a la majeure partie des Israéliens qui se retrouvent là-dessus, de tous bords, de toute origine, et on a tellement prié, on s'est tellement mobilisé justement pour que ces otages reviennent à la maison, que la vie revienne à la maison, et de la voir enfin chanter. C'est ça la résilience. La résilience, c'est tout un peuple qui est derrière elle. Et c'est très émouvant. Merci beaucoup, Myriam. En face de vous, David Antonelli. Bonsoir, David. Bonsoir, Raphaël. Une information pour vous, pour commencer l'émission, plus sécuritaire. Oui. La police israélienne a démantelé un réseau de contrebande transportant des marchandises d'une valeur d'environ 1 million de shekels. La destination finale de ces marchandises était la bande de Gaza. Ça a été fait dans le Negev. Ça reste une menace, bien sûr, sécuritairement parlant, majeure pour Israël. Ça prouve à quel point on doit être vigilant. Ça prouve encore une fois de plus que la guerre n'est pas terminée, notamment à Gaza aussi, je pense. On va en parler. Je pense au point de passage de Rafah. Ça prouve que, voilà, même avec cette joie que nous avons ce soir qui est extraordinaire, parce qu'il faut rappeler que depuis 2014, c'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'otages à Gaza. Il n'y a plus de soldats qui sont capturés ou des corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la menace est toujours présente et il ne faut pas lever le pied, Raphaël. Il faut être très déterminé. Et à Paris, nous retrouvons Meyer Habib. Bonsoir Meyer, comment allez-vous? Bonsoir, Baruch Hashem, bonsoir Raphaël, ravi de vous retrouver. Un jour particulier aujourd'hui. Bien sûr. Triste, évidemment, parce que Ran Gvili est revenu, mais mort, mais fier de ce peuple qui s'est battu
comme des lions pour faire revenir ce corps. C'est dire à quel point on sanctifie la vie et que chaque soldat qui va sait que jamais on ne le laisse sur le terrain. Et un coup de chapeau immense au Premier ministre israélien, à Tzahal, à ces soldats. Ils ont été extraordinaires. Personne n'y croyait. Personne. Quand il a dit, à plusieurs reprises, les gens rigolaient. La chaîne 12 disait 0, parce qu'à un moment donné, il n'y avait aucun otage qui revenait. Et on moquait Netanyahou, on moquait Dermer en disant 0. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même un grand coup de chapeau à Tzahal, un grand coup de chapeau à Binyamin Netanyahu, et remercier Akadosh Baruch Hu pour les gens qui croient, comme moi, d'avoir, même si jamais Ran, qui était un héros parmi les héros, vous savez, il est sorti de la maison, il pouvait rester à la maison, il a sauvé la vie à des dizaines de personnes, et aujourd'hui, ses parents vont pouvoir faire leur deuil. Voilà, donc c'est un jour à la fois triste, mais à la fois de joie. Merci beaucoup, Meir. Et à vos côtés, Myriam Palomba. Bonsoir, Myriam. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Myriam, merci, ça va très bien. Myriam, j'aimerais vous entendre sur une actualité qui concerne la France. Alors, c'était il y a quelques jours, mais c'était important pour nous d'en parler ce soir. L'Assemblée nationale a adopté une résolution contre les frères musulmans et le Parti socialiste a voté contre. Et on a même vu une photo de François Hollande qui quitte discrètement l'hémicycle avant le vote parce qu'il ne voulait pas y participer. Qu'en pensez-vous ? Je suis indignée. Franchement, je trouve que c'est hallucinant un tel truc. Ça m'étonne pas. En plus, franchement, de la part du président Hollande, c'est juste inadmissible. Il a quand même été le président où les attentats du Bataclan, qui a vécu les attentats du Bataclan, et comme ça se fourvoyer, se planquer pour ne pas voter cette résolution qui est, je trouve, c'est juste hallucinant. Enfin, ça m'étonne pas, hein, parce que pour moi, le Parti socialiste, c'est le parti de la traîtrise. Bon, quant à LFI, évidemment, c'est dans la logique électoraliste habituelle. C'est vrai, parce qu'on La gauche restera la gauche. Parce qu'on parle beaucoup de la France insoumise, mais le Parti socialiste vote comme LFI, finalement. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ils sont pas Enfin, franchement, moi, je suis choquée surtout de la part de François Hollande, qui n'arrête pas de nous dire que le téléphone sonne pour qu'il soit à nouveau président en 2027. Que Dieu nous en préserve. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question, le Hamas peut-il abandonner le terrorisme ? Vous êtes d'accord à 95% avec Mirav Grieger. Et à la question, Benyamin Netanyahu est-il un lèche-bot de Donald Trump, comme l'affirme Emmanuel Odeh ? Vous êtes d'accord à 82% avec Laurent Ayache. Place à présent au premier débat de cette émission. L'armée israélienne, on en parlait, a retrouvé le corps du dernier otage israélien, le sergent-major Ran Gvili, dans le nord de Gaza. Ran Gvili, âgé de 24 ans et originaire de Meitar, a été tué au combat au kibbutz Alumim le 7 octobre 2023. Son corps a été enlevé par des terroristes du Hamas. Il a été détenu pendant 843 jours. Cette vidéo résume tout. Regardez. Ce sont les soldats de Tzahal qui ont participé à l'opération de sauvetage du corps de Ran Gvili, assassiné par le Hamas le 7 octobre. Alors, cette bonne nouvelle a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. Retour du corps de Ran Gvili en Israël. La guerre à Gaza est-elle terminée ? Myriam Palomba a répondu oui et David Antonelli a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 49, face à face, numéro 1. Allez, c'est parti.
Myriam, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. David, vous connaissez le principe. Vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Très bien. En régie, on est prêt ? Oui. Myriam, 1 minute, c'est à vous. Allez-y. Alors moi déjà, comme vous l'avez fait dans la vidéo, j'aimerais saluer le courage de Ran Gevi qui a défié, qui malgré son arrêt maladie a été sur le front pour combattre le Hamas. Cette récupération de son corps est pour la population un vrai soulagement et ferme effectivement le douloureux chapitre pour les familles des otages du 7 octobre. Alors pour moi, pourquoi j'ai dit oui, même si je sais que ce n'est pas encore totalement fini, c'est que ça ouvre une voie vers à la prochaine phase du cessez-le-feu dans le cadre du plan de paix de Donald Trump. D'ailleurs, Israël a ouvert le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza, qui est vital pour les Palestiniens et l'aide humanitaire. Donc là, en fait, quand on regarde les 20 points du plan de paix de Donald Trump, on en est exactement au 8e. Donc la prochaine étape du plan de cessez-le-feu peut démarrer avec la création donc de la fameuse force internationale de stabilisation, mais aussi Myriam. La formation d'un gouvernement palestinien technocratique. David Antonelli, légèrement un peu plus d'1 minute parce que Myriam a dépassé, c'est à vous. Très bien. Oui, alors bien sûr, ce soir, une grande joie de voir que le dernier otage est enfin revenu. Et donc la mémoire du soldat soit une bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Mais l'émotion, Raphaël, ne doit pas primer sur l'intellect et sur la véritable menace qui est toujours présente à Gaza pour la sécurité d'Israël. Le Hamas est toujours présent. C'est une menace qui existe toujours. Ses commandants sont toujours en vie. Les tunnels sont toujours là. Et il y a toujours une réelle menace sécuritaire pour Israël. Donc il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion. Et la paix reviendra lorsque le Hamas sera anéanti complètement dans la bande de Gaza et qu'il n'y aura aucune autre alternative pour cette organisation terroriste ou l'autorité palestinienne ou autre de reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Là, on pourra parler de véritable victoire, de sécurité et d'un grand soulagement pour le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, on doit être joyeux, on doit être content pour la famille, content pour tous ces soldats qui se sont battus. Mais il faut rester lucide. Merci beaucoup, David Antonelli. Myriam, vous êtes plutôt d'accord avec David Antonelli, je vous ai vu écouter attentivement, ou avec Myriam Palomba ? Écoutez, je pense que, évidemment, que la guerre n'est pas finie. Alors, Myriam Palomba a raison de dire qu'on est dans le cadre du plan en 20 points de Donald Trump. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu entre les deux, oui, non. La guerre n'est pas finie, la guerre contre le Hamas n'est pas finie, parce qu'il y a quand même la menace sérieuse qui existe toujours, c'est que le Hamas n'est absolument pas désarmé, n'est pas démantelé, et qu'on a, contrairement à ce qui avait été dit et promis, même ici, sur ce plateau, on a la menace des Turcs qui pourraient arriver comme force étrangère pour assurer et maintenir la bande de Gaza, ce qui est quand même très, très inquiétant. Donc non, la guerre n'est absolument pas finie. C'est la fin d'une étape. C'est la fin d'une grande étape pour nous en Israël, parce que le fait que nous ayons nos otages qui soient rentrés grâce à l'intervention de Tsahal et pas à l'intervention du Hamas, qui n'a pas du tout respecté les termes de l'accord, parce que c'était le Hamas qui devait rendre le corps. Or, ce sont les soldats, notre peuple, qui sont allés et personne d'autre. Et c'est grâce à nos soldats que Ran est venu. Donc c'est la fin d'une étape, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Meir Habib, promesse tenue par Benyamin Netanyahou pour les otages. Maintenant, il reste à détruire le Hamas. Même Donald Trump le dit. Il faut maintenant désarmer le Hamas. Ça lui ferait mal à la bouche à votre invité de dire merci à Benjamin Netanyahou. Alors on va remercier Benjamin Netanyahou. Non, c'est pas fini. Ne parlez pas pour moi, monsieur Habib, s'il vous plaît. Ne parlez pas pour moi. Je vous remercie. Avec Benjamin Netanyahou a clairement dit, le Hamas va être totalement désarmé. Il n'y a pas d'autre solution que ça. La sécurité sera aujourd'hui, demain et après-demain entre les mains de Tsahal et de l'État d'Israël. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de soldats turcs, il n'y aura pas de soldats qataris. Read my lips. Ça n'arrivera pas. C'est un engagement, en tout cas, que tant que le gouvernement de Benyamin Netanyahou sera au pouvoir. C'est clair et c'est net. Après, on n'est pas non plus aujourd'hui arrivé de... on n'est pas dans une région de bisounours. Israël est en guerre sur 7 fronts. Elle a gagné, pour l'instant, quasiment partout. On est presque à la victoire totale. Il faut désarmer totalement
le Hamas. Le souci aujourd'hui, c'est que la population palestinienne a voté pour le Hamas, et y compris en Judée et en Samarie, c'est pas non plus devenu des soutiens de l'État d'Israël. Il y a une haine farouche. C'est le défi du peuple juif à vivre dans cette hostilité, un peuple qui veut la paix, qui a rêvé de paix, qui a tout fait pour la paix, et on y arrivera, et la victoire totale est à portée de main. Myriam Palomba, Netanyahou a annoncé que la prochaine étape n'était pas la reconstruction de Gaza, mais le désarmement de Gaza. Il est rejoint par Donald Trump, mais concrètement, sans combat de soldats de Tsahal contre les forces du Hamas, comment le désarmer ? En fait, ça fait partie de la reconstruction de Gaza. Ça fait partie, je suis en train de regarder justement, c'est le point 13 du plan de paix de Donald Trump, qui est la destruction totale de tous les tunnels, le désarmement total du Hamas, avec des amnisties potentielles pour ceux qui se rendront et accepteront la paix, et puis surtout la construction de ce gouvernement de Palestiniens technocratiques qui permettra de gérer la reconstruction. Donc là, pour moi, si vous voulez, en plus avec l'ouverture du point de Rafah, on est vraiment dans les accords tels qu'ils ont été décidés par Donald Trump. On est dans le prolongement de ces accords, et là, on en est au point 8. Donc, pour moi, c'est plutôt bon signe. David Antonelli, le Hamas a déclaré... Effectivement, le désarmement du Hamas fait partie des prochaines étapes du plan de paix. David, le Hamas a déclaré que la découverte du corps du dernier otage israélien confirme... Écoutez bien, accrochez-vous parce qu'il ne manque pas de culot, confirme son engagement pour le cessez-le-feu. C'est le Hamas, Raphaël. Il y a pas, j'ai même pas les mots pour commenter. Voilà, c'est plus Myriam non plus, on a bien compris. C'est plus que du culot. C'est toute l'horreur de ce groupe terroriste dans son idéologie. Mais par rapport au point de Rafah, pour dire juste un mot par rapport à ça, il ne faut pas oublier une chose. Le point de Rafah, Myriam, c'est entre Gaza et l'Égypte. Voilà. C'est là que toute la contrebande passe. C'est là que le Hamas peut se réarmer très rapidement. Et tout ce qu'on appelle humanitaire peut se transformer, le ciment en tunnel et même le carburant en matériel militaire. Donc il faut être très, très vigilant. On rappelle que le mécanisme notamment prévu... les fonds aussi. Le mécanisme prévu, que ce soit l'Égypte qui contrôle, sous supervision d'un organisme européen, de l'Union européenne qui viendrait pour superviser qui passe et qui ne passe pas, et surveiller à distance, et pas de présence physique, mais surveiller à distance par Israël. À distance. À distance, mais sans une surveillance d'Israël, Raphaël, au niveau sécuritaire, ça serait catastrophique. Voilà, il faut qu'on avance. Merci à tous les quatre. Netanyahou est très clair. Ce sera Tsahal qui contrôlera le point de Rafah. Ni plus ni moins. Ça peut être personne d'autre. On sait parfaitement ce que ça donne, l'ONU, l'Union européenne et tout l'autre. C'est un échec programmé à 100%. Aucune confiance pour la sécurité, uniquement de Tsahal. Merci à vous quatre pour ce premier débat consacré au rapatriement du corps de l'otage assassiné Ran Gvili. Mesdames, Messieurs, embarquons tous ensemble pour le tour de l'info. Myriam Palomba, je commence avec vous un article de nos confrères du JDD. Un manque de retenue. C'est ainsi que le cliché publié sur Instagram par l'adjoint à la mairie de Paris, Jean-Luc Romero, a été perçu par de nombreuses personnes. Celui-ci montre Anne Hidalgo, je pense qu'il faut qu'on enlève le bandeau pour qu'on puisse bien voir la photo, merci. Celui-ci montre Anne Hidalgo et plusieurs élus de la capitale, dont la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dosser, tout sourire dans un avion avec cette légende « Départ pour la visite des camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau » avec Anne Hidalgo en rose, bien travaillé sur le texte. Myriam, je vous laisse sortir votre sulfateuse, évidemment, verbale. Ah non, mais c'est l'indignité et l'indécence la plus totale. On a l'impression qu'ils vont avec cette photo, on a l'impression qu'ils vont visiter Disneyland Paris. C'est juste immonde. Je crois qu'ils ont oublié qu'il y avait quand même eu 1,3 million de morts dans ce camp. Et franchement, quand vous voyez cette photo, vous vous dites soit ils sont débiles, soit ils sont complètement hors sol. Alors moi, on en parlait en début d'émission, ça ne m'étonne pas du tout quand vous voyez que le Parti socialiste
terroriste n'a pas voulu voter la motion disant que les Frères musulmans étaient une organisation européenne terroriste et que Monsieur Hollande s'est comme ça est parti pour pas avoir voté. Enfin, ça ne m'étonne pas. Merci. C'est à l'image de ce parti Merci qui est beaucoup. juste immonde. Merci beaucoup. Myriam, votre information ici en plateau à Tel Aviv. Le Mossad a exprimé son soutien de principe au projet de loi instaurant la peine de mort pour les terroristes. Ces propos ont été tenus lors d'une séance à huis clos de la Commission de la sécurité nationale de la Knesset. Au cours de cet échange consacré au projet de loi, un représentant du Mossad a déclaré « Compte tenu de l'ensemble des éléments et dans une perspective plus large, nous soutenons le projet de loi dans son principe. Nous demandons que la justice conserve la possibilité de déroger à la peine. » Est-ce que cette approbation, une réponse rapide Myriam, est-ce que cette approbation du Mossad est-elle importante à vos yeux? Ce qui est très très important surtout, c'est la dernière phrase que vous avez citée. Exactement. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, on a fait attention de ne pas l'enlever pour que tout le parce propos que ça change soit... tout. Bien sûr. Ça change complètement tout. Parce Évidemment. que ce dont on discutait il n'y a pas si longtemps que ça, et qui était le projet déposé par je ne sais plus qui, à la Knesset, c'était que une fois que la qualification de terroriste était reconnue, le juge n'avait que l'obligation d'appliquer la peine sans pouvoir imposer son propre jugement. Ce qui est très très grave dans un système de droit comme celui qu'on a en Israël. Donc le fait de réintroduire cette décision, là il y a quelque chose Donc, quand même qui est important. C'est un oui, mais. C'est un oui, mais exactement. Meir Habib, votre information, vous étiez député de la circonscription ici en Israël, mais également de l'Italie, et parfois on l'oublie. L'Italie propose d'ajouter les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Vous dites bravo Mélanie? À votre avis, bien évidemment, Raphaël, qu'est-ce qu'on attend en France? Qu'est-ce qu'on attend en France pour mettre de façon claire et nette, certains hésitent à mettre les frères musulmans qui sont à la source de tous les maux en France sur la liste des organisations terroristes. C'est pareil pour les gardiens de la Révolution. Le cancer dans ce monde, c'est l'islamisme radical qui tue, qui massacre, qui est responsable quasiment de 90% des actes terroristes dans le monde ces dernières années. On en a parlé et c'est depuis maintenant le 11 septembre et bien avant. Donc bravo à l'Italie et encore une fois, on est toujours en retard à la France. Le train passe, on le regarde passer et puis on dit il est beau le train. Voilà. David Antonelli, votre information. Un article de nos confrères de 20 minutes. La communauté juive espagnole est inquiète. Plus de 20 tombes juives ont été vandalisées dans un cimetière de Barcelone, a-t-elle annoncé dimanche. Alors je vais vous poser une question, parce qu'il y a eu des accusations dans ce sens de la part du gouvernement israélien. Le gouvernement espagnol a-t-il une part de responsabilité? Bien évidemment, c'est certain. Comme beaucoup de gouvernements en Europe, Raphaël, qui ont pris une ligne idéologique depuis même le 7 octobre, malheureusement. Au lieu de soutenir Israël, beaucoup de gouvernements en Europe nous ont condamnés, ont essayé de nous faire aller devant les tribunaux, devant le tribunal de La Haye pour être jugés, alors qu'on venait de subir un pogrom. Ces gouvernements, par lâcheté, par peur de l'islamisme, ont capitulé et ont vendu, fois de plus, comme on dit, ils ont vendu leurs juifs qu'ils ont à l'intérieur de leur pays, et tout ça par lâcheté. Donc bien sûr qu'ils sont responsables. L'islamisme, il y est bien évidemment, mais ceux qui sont en responsabilité et qui collaborent ont une responsabilité qui est encore plus grande. Parce que ça, c'est la lâcheté. Ils pourraient combattre avec fierté comme nous le faisons, mais ils ont choisi de capituler. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est le résultat d'une politique, d'une immigration, comme on le dit souvent. L'Europe est submergée, Raphaël, par l'immigration massive. Et des masses islamiques arrivent de plus en plus en Europe. L'Europe ne sait plus comment faire pour gérer ces flux migratoires. Et donc, ces masses arrivent avec une haine de l'Occident, une haine d'Israël. Et donc, je crains véritablement pour l'Europe, parce que pour moi, véritablement, les jours, les mois, peut-être les années sont comptés pour le continent européen. C'est très, très grave. Et on va parler de ce sujet demain en compagnie d'un expert qui est en Espagne, un responsable communautaire juif en Espagne, qui sera là avec nous en Zoom depuis l'Espagne pour aller plus loin, évidemment, sur ce sujet très, très important de l'antisémitisme qui monte et qui inquiète de plus en plus la communauté juive en Espagne. Rendez-vous demain. Il est l'heure de marquer une courte page de pub
Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Restez avec nous sur i24 News. Ils font exprès de nous envoyer toute cette immigration. Manu, je suis à la télé, chérie. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus! Téléchargez l'appli ou contactez-nous. אני הודיה, אני משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך 2 המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת, תעבור לראות אותנו. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News pour un débat. Ici, on débat toujours avec Myriam Palomba, Meyer Habib, David Antonelli et Myriam Azoghi Alvax. Le parti de Naftali Bennett a déposé plainte auprès de la police contre le Likoud après avoir falsifié une photo de lui sur laquelle il semble célébrer le retour de la liste arabe unifiée avec des dirigeants de partis arabes. Cette plainte a inspiré cette question provocante, je dirais même provocatrice, à l'équipe de SAS Débat. Partis arabes, Naftali Bennett a-t-il déjà honte de ses futurs alliés? Meyer Habib a répondu oui et Myriam Azoghi Alvax a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 49, face à face numéro 2, c'est parti. Meyer, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. N'oubliez pas, 1 minute pour convaincre. Meyer, c'est à vous. Hélas, je le regrette beaucoup parce que je connais bien Naftali Bennett, mais la fin justifie les moyens. Est-ce que oui ou non, avec 6 mandats, il s'est allié avec les partis arabes? Oui, il l'a fait. Il avait signé devant tout Israël qu'il ne le ferait jamais. Qui est Naftali Bennett? Il a été, après avoir été secrétaire Rosh Lishka de Netanyahou, il a été Yoshev Rosh Moetzet Yesha, à la tête des implantations de Judée-Samarie. Et pour être Premier ministre, c'est tellement dévorant chez lui, une ambition, la fin justifie les moyens, on s'allie avec les partis arabes antisionistes et les partis islamistes. C'est extrêmement triste quand je sais que Naftali Bennett, à l'hôtel Hilton en 2008, n'avait qu'un seul mot à la bouche. Binyamin Netanyahou, Binyamin Netanyahou, Binyamin Netanyahou. Alors il n'y a que les faits qui comptent. Est-ce que oui ou non on s'est allié? Et aujourd'hui, le Likoud a rappelé, même si c'était un montage, ils l'ont dit immédiatement, que si jamais il était élu, parce que c'est l'objectif de la gauche, c'est d'avoir Naftali Bennett qui pour eux pourrait être le seul à battre Netanyahou. Alors il faut dévoiler que les masques tombent avant. S'il y a Naftali Bennett, il s'alliera avec les partis arabes. Autrement, il n'a aucune chance d'être Premier ministre, c'est la triste réalité. Myriam, c'est à vous. Alors oui, moi je ne représente pas un parti, je ne représente pas ni Naftali Bennett ni Binyamin Netanyahou, je représente Raison Garder Israël, qui est un collectif de francophones israéliens issus de la droite, du centre et de gauche. Je veux bien préciser ça parce que moi je ne sais pas ce que pense aujourd'hui Naftali Bennett. Par contre, ce que je sais, moi, et ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que s'il y a honte, c'est sur les fakes. Et non, la fin ne justifie pas les moyens. Et non, il n'y a pas de raison que pour gagner quelques points aux prochaines élections, on fasse des montages éhontés. Parce que on sait aujourd'hui, pour tous ceux qui travaillent à défendre l'image d'Israël à l'extérieur, on sait combien le fake nous a causé de troubles. On sait combien ça nous apporte que de la misère et du malheur. Alors non, je ne suis pas d'accord en tant que démocrate israélienne. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse des fakes pour simplement gagner quelques points aux prochaines élections. Maintenant, est-ce qu'il a honte ou est-ce qu'il n'a pas honte? Je ne sais pas, moi. Merci beaucoup. David Antonelli est plutôt d'accord avec Meyer ou avec Myriam à Tel Aviv? Écoutez, par rapport à ce sujet qui est extrêmement sensible, bien sûr, je rejoins notre ami Meyer à Paris parce que Naftali Bennett, il faut se souvenir d'une chose. Il n'y a pas besoin de créer des montages ou des fakes. Naftali Bennett, c'est quelqu'un qui a prouvé que pour arriver aux responsabilités, il est prêt à s'allier avec le mal en Israël. On peut le définir comme ça, avec l'extrême gauche, avec le parti arabe. Il a été prêt à le faire. Donc il n'y a pas besoin de faire des montages, c'est la réalité. Il l'a fait. Il l'a fait et il le refera. Il l'a fait, il l'a fait, mais il n'est pas le premier à l'avoir fait. Et je rappelle simplement que Mansour Abbas a créé le parti RAM et s'est retrouvé sur une liste à part parce que c'était M. Netanyahou à l'époque qui lui avait demandé de sortir de la Meshoutefet. Et ça n'est pas de la liste commune. De la liste commune, et ça n'est pas, ça c'est pas de la propagande que je dis. Non, c'est pas de la propagande, bien sûr. Donc tout le monde est prêt à faire des alliances. Et les partis antisionistes, on en a aujourd'hui à notre coalition. Non, attendez. Ne l'oublions pas qu'on a a des partis antisionistes aujourd'hui. J'ai pas terminé. Non, je suis apartisane. Non, il y a une différence entre politique et partisan. Oui, bien sûr. J'ai pas terminé. David. Je pense que, en attendant, les faits sont là. Il l'a fait, il le refera. Et donc, je pense que la fin aussi ne justifie pas les moyens. De la même manière, pour lui, ce principe s'applique. Pour un moment donné, si on n'est pas d'accord avec Netanyahou, on ne doit pas s'allier avec le diable. Surtout que Naftali Bennett est quelqu'un
qui au départ représente une idéologie, des valeurs que moi personnellement je soutiens encore aujourd'hui, qui est le sionisme religieux. Donc il a trahi non seulement tous les électeurs, une grande partie du peuple d'Israël qui est sioniste religieux, une grande partie des francophones que nous représentons, parce que quand je peux vous dire qu'il y en avait des francophones qui le votaient, Naftali Bennett. Et il a devant les caméras, il a pris un papier, il a dit je ne m'allierai jamais avec Mansour Abbas. Et il l'a fait. Donc voilà, ça c'est la réalité. Myriam, à Paris, ce montage, selon vous, c'est un coup bas ou ça entre dans le cadre d'une campagne qui s'annonce assez violente ? Moi, je comprends les points de vue, mais en même temps, non, c'est injustifiable. Vous ne pouvez pas, en tant que parti politique, faire un montage pour dénigrer votre adversaire politique. Je trouve que c'est pas très réglo. On n'arrête pas de parler de désinformation. Alors, si les partis politiques s'y mettent, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, je trouve que c'est pas fair play, c'est pas réglo. Il faut mieux un combat d'idées, comme vous pouvez le faire, comme on le fait ce soir, que de faire des faux montages qui finalement discrédite le Likoud. Ça serait bien qu'on le réaffiche. Je demande à la régie, comme ça, les téléspectateurs qui viennent d'arriver comprennent de quoi on parle. On réaffiche le montage. Allez-y, Ce qui est important de préciser, peut-être, juste un point qui est important de préciser à vos téléspectateurs, c'est que le Likoud a immédiatement dit que c'était un montage. Mais en réalité, donc c'était un montage. Personne n'a dit que c'était une vraie photo. Simplement, le Likoud a simplement dit, a prévu ce qui se passerait demain si jamais il était élu. Non, ça n'a pas été fait immédiatement. C'est pas une supposition. Ça n'a pas été fait immédiatement. Il l'a fait. Non, il l'a fait déjà. Ça a été suffisamment par le passé. longtemps. Il s'est allié avec Mansour Abbas. Mais il y a quelque chose qui est très cette important. photo. Et ça, je le dis, c'est beaucoup plus sérieux. Raphaël, c'est que toutes les listes arabes se sont unies. Ça veut dire qu'à la prochaine Knesset, mathématiquement, il n'y aura pas 10 voix arabes et antisionistes, mais entre 12 et 13 au minimum. Parce qu'il y a un parti qui ne passait jamais le seuil d'éligibilité, qui avait 2,5%, ce qui correspond après à 2 mandats, et avec les reports des voix, ça va faire 3 mandats. Et ça, aujourd'hui, ça régale la gauche. Ils disent, tiens, on a 3 nouveaux mandats dans l'escarcelle pour battre Benjamin Netanyahu. Mais croyez-moi, avec ce qui se passe aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas aveugles. Et vous allez voir la victoire extraordinaire du camp national et de la droite, Bezrat Hashem, dans des prochaines élections. Okay, moi, je voudrais juste dire quelque chose. D'abord, je voudrais rebondir. Je voudrais rebondir sur des mots que vous avez prononcés il y a quelques minutes, sur le fait qu'il y avait des antisionistes au sein de la coalition. On comprend que vous parlez des partis orthodoxes. Ultra-orthodoxes. Je suis quand même moi-même... Parce que, mais on parle de ces partis qui refusent et qui nous disent aujourd'hui plutôt mourir que faire l'armée. Vous êtes plutôt sur quelle ligne ? Vous êtes sur une ligne pas d'orthodoxe, pas d'arabe, ou quitte à dégager Netanyahou, vous soutiendrez un gouvernement avec des partis arabes plutôt que les orthodoxes. Alors, encore une fois, je vais rappeler que je ne défends aucun parti, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait mon choix sur le projet, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas fait mon choix encore sur le candidat pour lequel je voterai. Donc oui, nous sommes politiques dans la mesure où nous parlons de politique, mais nous ne sommes pas partisans, et je ne suis pas partisan dans la mesure où je ne fais pas campagne pour un parti. C'est ça la distinction qui est importante et que j'essaye de rappeler à chaque fois. Non. Et la gauche, il faut arrêter avec ce fantôme de la gauche, parce qu'aujourd'hui à la Knesset, ils sont combien ? Ils sont 4, ils ont 4 sièges à la gauche. Donc ce n'est pas parce que on va critiquer le gouvernement actuel, qui est composé de multiples partis, que pour autant on est à gauche. Donc ça, j'aimerais vraiment que ça s'arrête, parce que ça n'a fait pas avancer le débat et ça ne représente pas ce qui se passe vraiment en Israël. Alors peut-être que, en effet, en France, on a un vrai souci avec la question de la gauche, mais ici on n'est pas en France, ok ? Ici on est en Israël, et ici en Israël, on a des positions qui sont très 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 variées et qui ne sont pas systématiquement de droite à de gauche. Donc j'aimerais vraiment qu'on arrête avec cette question. Maintenant, pour la question des partis arabes, vraiment rapidement. Ce qui serait bien aussi, c'est d'abord de discuter de la question de la représentativité de 20% de la population arabe. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? J'ai pas de solution, j'ai pas de réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, ils ne votent pas tous pour cette liste-là. Exactement. Pour ces listes-là. Déjà, il y en a beaucoup qui votent pas. Il y a des Arabes salins qui votent pour le Likoud et pour d'autres partis. Absolument. Et ce qu'il y a aussi, surtout, c'est que Mansour Abbas, moi, j'engage beaucoup les téléspectateurs aussi à lire ce qu'il a dit. C'est affiché sur le site de la Knesset, c'est en libre publication. C'est intéressant de savoir que quand même Mansour Abbas, et encore une fois, que je ne représente pas, est le premier
homme politique arabe israélien à avoir dit officiellement qu'il était temps pour la société arabe israélienne de faire un examen de conscience, qui est le premier à avoir condamné tous les attentats qui ont été faits. Ok, Myriam, mais d'un autre côté, allez-y. Mansour Abbas, Raphaël, Mansour Abbas, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la taqiyya. La taqiyya, c'est la dissimulation. On va vous avoir, mais pas en dissimulant. Ni plus ni moins. Alors qu'on arrête de me la raconter dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur Habib, alors ? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces partis ? Et je m'associe pas avec des pays islamistes. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Mais alors donc ils n'ont pas le droit de représentativité ? Qu'est-ce qu'on fait ? Raphaël, non, parce que c'est bien joli de parler comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Laissez finir. Allez-y, Meyer. On vous a pas interrompu, vous interrompez en permanence, madame. Alors, c'est compliqué de débattre avec vous. Allez-y. Je ne sais pas que représente votre collectif, je ne sais pas par qui il a été élu, je ne sais pas combien vous êtes, mais à mon avis, pas beaucoup de monde. Allez-y, Meyer, allez-y. Allez-y, terminez. Et après Myriam et après David. Non, mais voilà, donc j'ai expliqué le danger. Attendez, après le 7 octobre, ce sont des partis qui ont eu du mal du bout des lèvres à condamner les attentats du 7 octobre, et en train de nous raconter aujourd'hui, on va nous la faire dans tous les sens pour nous expliquer que d'ici les élections, il va falloir s'allier avec la 5e colonne en Eretz Israël. Mais mon Dieu, mais où on va ? Après ce qu'on a vécu, après les drames du 7 octobre, après que les Juifs se sont fait massacrer, mais jusqu'à quand ? Ça suffit, ouvrons les yeux une fois pour toutes. Mais si sont antidémocratiques, pourquoi on les interdit pas tout simplement en fait Ils votent à la Knesset, ils sont en minorité. Le problème aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce gouvernement Bennett, depuis 1948, aucun gouvernement d'État d'Israël ne s'était appuyé pour leur majorité sur ces voix antisionistes. Et c'est la première fois. Et qui l'a fait ? Naftali Bennett, qui vient du parti dit de l'extrême droite, qui a été masqué. Vous l'avez mis très en colère là. Non, mais parce que. Non, mais moi je m'interroge parce que. Bennett, aujourd'hui, qui arrive d'un parti où il était secrétaire général des implantations de Judée de Samarie, s'est allié avec des partis arabes. On est dans un délire. Myriam Palomba, je vais vous expliquer, c'est très simple. Avant les élections, lorsqu'il y a une liste qui est déposée, il peut y avoir des recours devant une commission électorale. La commission électorale, parfois, exclut certains candidats. Il y a des candidats de partis nationalistes sionistes israéliens qui ont été exclus. Et ensuite, il y a un appel devant la Cour suprême. Et souvent, c'est le cas, que la commission exclut certains candidats de partis arabes pour des propos qu'ils ont tenus contre l'armée, contre l'État d'Israël. Mais lorsqu'il y a un recours ensuite devant la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui a le mot de la fin et elle finit souvent par autoriser ces candidatures. À mon avis, justement, Raphaël, je crois qu'il faut recadrer les choses par rapport à ça. Vous avez totalement raison qu'aujourd'hui, il y a eu des recours au niveau individuel. Mais en réalité, le problème, il est collectif. Vous savez que je dis les choses clairement. Pour moi, ces partis représentent un danger pour la nation d'Israël, pour notre sécurité, et ils ne doivent pas être représentés à la Knesset. C'est très simple. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas le faire ? Vous comprenez ce qui les renvoie dos à dos, orthodoxes et arabes ? Bien évidemment. Mais Vous comprenez ? Non, quelle est votre question ? J'ai dit, je suis surpris par votre réponse. Est-ce que vous comprenez ce qui renvoie dos à dos les partis orthodoxes et les partis arabes ? Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous avez dit bien évidemment, attendez, ça peut être coupé sur les réseaux sociaux et vous allez prendre la tornade à Netanya. Ça n'a rien à voir. Non, on parle des partis arabes. Les partis arabes, ils représentent vraiment une idéologie, ce sont les ennemis de l'État d'Israël. Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas les moyens les partis arabes, pas la population arabe. Attention, parce que les partis arabes ne sont pas représentatifs de tous les Arabes israéliens. Il y a des minorités, bien sûr. Il y a au niveau individuel, il y en a qui sont même à Tzal, qui servent, il y en a qui votent Likoud. On parle d'une manière générale des partis et ce qu'il y a derrière. Ces partis, il faut qu'ils soient interdits. Et pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui, Raphaël ? Parce que justement, l'étape, c'était quoi ? C'était la réforme judiciaire. Et la réforme judiciaire, on sait que ça a été bloqué parce que justement la Cour suprême le bloquerait, ce type justement de démarche automatiquement. Donc d'abord, il faut faire une réforme au niveau judiciaire et ensuite, on arrivera à faire ça. Mais il faut le faire. On peut juste terminer sur ça. Le projet de l'État-nation du peuple juif, on est tous pour, de Benjamin Netanyahou jusqu'à tous les partis de droite. On veut l'État-nation du peuple juif. Mais l'État-nation du peuple juif, Raphaël, c'est incompatible avec des partis comme ils sont représentés aujourd'hui avec les 16 partis arabes. C'est pas possible. À un moment donné, il faudra faire un choix. On n'y est pas encore, mais ce sont des étapes. Merci à tous. Ainsi s'achève ce second débat consacré aux états d'âme de Naftali Bennett. Que faites-vous le 8 mars 2026 ? Rien de prévu ? Alors vous avez rendez-vous à 17h30 à la salle Gaveau à Paris pour le spectacle Racine des frères Nakash. L'interview du tac au tac avec le grand Marc Nakash, c'est maintenant.
Bonsoir Marc Nakache, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors Marc Nakache, une petite question d'actualité, obligé d'évoquer ça avec vous. Le retour en Israël du corps du dernier otage assassiné, Ran Gvili. J'imagine qu'il y a de l'émotion aussi de votre côté. Bonsoir, bien sûr qu'il y a de l'émotion, sans avoir participé tout autant que beaucoup l'ont fait durant ces 2 années sordides qui ont suivi le 7 octobre et la prise des otages. J'ai eu un vrai mal dans mon ventre, une vraie solidarité. Et de voir ce dernier corps arriver aujourd'hui, c'est la fin d'un cauchemar et en même temps, c'est une souffrance parce que c'est une histoire totalement ahurissante qui est tombée sur notre peuple, sur Israël, et que Dieu ait son âme à ce pauvre homme. Et puis c'est vraiment une souffrance qui ne s'éteint pas, mais c'est une souffrance qui s'arrête. C'était important pour nous d'avoir votre réaction, Marc Nakache, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter à nos téléspectateurs le concept du spectacle Racine ? La Racine, c'est précisément ce que l'on est. Vous savez, on représente, nous, frères Nakache, et en même temps, on est un peu à l'image de beaucoup de gens qui ont une histoire. On est une niche particulière parce que nous sommes nés en Algérie, parce qu'on a grandi en France, parce qu'on a été français à la fin du 19e siècle, en 1870, parce qu'on a une culture arabo-andalouse et qu'avant tout et après tout, dans tous les sens du terme, nous sommes juifs, quelles que soient nos convictions et notre degré par rapport au bon Dieu. Mais en tous les cas, c'est une histoire. Racine, c'est ce que nous sommes. C'est ce bruit, c'est cet accent, c'est cette façon d'être, cette façon d'éduquer nos enfants, cette façon de continuer, de poursuivre notre judaïsme, tout en étant français, tout en ayant toujours ces amitiés qui sont très importantes avec nos amis musulmans et qui sont essentielles avec notre relation privilégiée et unique avec Israël. Israël, c'est notre judaïsme et notre histoire, c'est d'être des juifs français qui aimons notre histoire, qui aimons notre passé. Et sans être passéiste, c'est en tous les cas une manière d'être, une manière de transmettre ce que nous sommes. Et qu'est-ce que représente ce spectacle pour vous et pour vos frères ? Pour nos frères, on va faire du malouf. Le malouf, quelques minutes, mais le malouf, c'est l'histoire, c'est la musique de notre père, c'est la musique de Constantine, c'est une musique arabo-andalouse qui est une musique qui nous a habités depuis l'enfance. Et le bruit de l'enfance, c'est le bruit d'une vie entière. Vous savez, quand on est enfant, on s'en rend compte les uns les autres. Vous qui êtes bien plus jeune que moi, vous avez aussi les bruits de votre enfance. Et les bruits de notre enfance sont des trajectoires que l'on garde toute notre vie. Alors sur scène, on raconte notre histoire, on raconte le départ de l'Algérie, notre arrivée à Paris sur ce quai de gare de Lyon, par un matin de novembre, et cette relation avec la vie qui commence. Et pour notre père, quand il est arrivé gare de Lyon avec sa femme et ses enfants, que nous sommes, avant que naisse notre sœur Martine, quelques années plus tard, puisque notre sœur Martine, elle imagine, eh bien, ça a été non pas le quai d'une gare dans laquelle il est arrivé, c'était le quai d'une gare à partir de laquelle il commençait une nouvelle vie. Et donc, c'est cette nouvelle vie que l'on transmet à nos enfants. Et puis, sur scène, c'est la fête. C'est une nostalgie ensoleillée, comme on dit souvent. Et voilà, c'est la fête avec notre accent, avec nos mains qui bougent, avec nos rythmes. Et puis, on va essayer de passer un beau moment de partage. Comment votre musique a évolué depuis vos premiers succès, comme vous l'avez cité, Elle imagine ? Notre musique, elle a évolué. Je dirais, on a une chance, c'est qu'elle a évolué parce que on avance avec le temps, heureusement. Mais en même temps, évoluer, c'est un mot qui me touche, mais en même temps, c'est la même qu'il y a 3000 ans, parce que on pose des mots, et je rends toujours hommage à mon frère Alain pour la qualité de ces mots, parce qu'ils sont la transmission de ce que nous sommes. Et en même temps, elle a évolué d'une manière normale, parce qu'elle est presque naturelle. C'est comme si on n'a jamais pris la décision de faire comme ci ou comme ça. On chante des chansons aujourd'hui qui sont modestement, et puisqu'on me le dit très souvent, qui sont intemporelles. Meir Habib à Paris a
sûrement un message pour vous. Meir, on vous écoute. Marco est un ami. J'étais hier avec son frère Norbert à Paris. On a fait une séance de ça en France. Demain, je crois qu'il répète et je vais peut-être même aller les voir. Vraiment, j'invite tout le monde à aller. Les frères Nakache, c'est des artistes extraordinaires. Ils ont une immense modestie. Ils ont un immense talent. On aime ce qu'ils ont créé. On les voit pas assez souvent. On a envie de créer encore en permanence. Et vraiment, j'invite tous vos téléspectateurs à aller regarder leur spectacle avec ces mots. Ils nous accrochent. Ils nous ressemblent. Et vraiment, Be'atzlacha, on sera vos premiers fans. Marco, on est tous avec toi et avec tes frères. Vous faites un travail remarquable et on vous aime très fort. Myriam Palomba, pour vous, les frères Nakache, ça vous évoque, j'imagine. Elle imagine. Ah bah ouais, moi je suis restée bloquée à 1987. J'avais 10 ans, mais cette chanson, on l'a passée en boucle chez mes parents. On adorait, donc c'est vrai que pour moi, c'est très nostalgique et je pense que je vais venir voir votre spectacle parce que ça évoque de merveilleux souvenirs. Alors, à Tel Aviv aussi, on me fait des signes pour pouvoir réagir. Tout le monde vous acclame, Marc. Oui, bien sûr. Et puis, je dois dire, là, pour la petite histoire, qu'avec ma femme, on faisait écouter à ma fille la chanson Elle Imaginait. Elle a 8 ans, et donc c'est vraiment... elle aussi, elle adorait écouter cette chanson, donc bravo. Bon, je trahis David Antonelli parce que c'est votre femme qui vous a envoyé un message pour vous dire, que vous en êtes souvenu. Je vois le téléphone sur la table. C'est votre femme qui vous a rappelé ça. Ouais. Mais bon, on salue Madame Antonelli, évidemment. Merci. Myriam. Encore, on l'embrasse. Juste un tout petit mot pour dire, évidemment, comme tout le monde, moi aussi, elle imagine, c'est toute ma jeunesse, on va dire, pas mon enfance quand même, mais ma jeunesse. Mais c'est surtout, je suis très touchée par ce que vous venez de dire, surtout sur notre histoire, sur notre passé, sur notre héritage musical, nous qui descendons d'Afrique du Nord. Et je trouve que c'est très important parce que dans quelques générations, ça existera plus parce que moi, je suis la deuxième génération. Enfin, la première génération est née en France métropolitaine, mais bientôt, il y aura plus cet héritage. Et grâce à vos chansons, finalement, il y a encore cette vie qui n'existe plus, qui n'existera plus. Alors, vraiment, merci. Ma famille vient d'Algérie et du Maroc. Et c'est important que vous continuez. Franchement, je suis très émue par ce que vous venez de dire. Marc, une réaction ? Une réaction, c'est que d'abord, je vous remercie à chacun. Je remercie chacun d'entre vous de ces réactions tendres, chaleureuses, et puis qui donnent envie de continuer, de faire toujours un peu plus. Mais on a, par exemple, pour aller dans le sens de vos propos, on a une chanson qui s'appelle Vendredi. Vendredi, c'est un petit peu, bon, bien sûr, c'est Echet Rayel à la française, c'est vendredi, bientôt la nuit, et puis c'est une femme qui ferme les yeux et qui voit toute notre histoire. Et vendredi, c'est le symbole de notre histoire, c'est le symbole de notre judaïsme. Et il y a une amie Martine Mimoun, qui m'avait dit un jour, en écoutant cette chanson, je ne ressemble pas à cette femme et j'ai envie de lui ressembler. Et parce que il y a cette histoire d'appartenance. C'est notre appartenance, notre vie, c'est une niche particulière et je trouve que c'est très important. Et en étant sur scène, on ne peut pas exprès d'être ce que l'on est. On essaye d'être ce que l'on veut faire de mieux pour honorer le public, mais on est tout simplement ce que l'on est. Et je crois que cette magie que je constate, cette magie qui est bien sûr meilleure, on ne voit pas assez souvent et c'est de ma faute, pardon. Mais en tous les cas, les fois où nous sommes sur scène, c'est toujours un partage magnifique. C'est un bonheur pour nous, extraordinaire. Merci beaucoup, Marc Nakache, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Je rappelle que vous serez avec vos frères le 8 mars 2026 à 17h30 à la salle Gaveau à Paris pour le spectacle Racine. J'invite tous nos téléspectateurs à aller sur Internet et à prendre les places pour ce spectacle exceptionnel des frères Nakache. C'est important pour l'héritage, c'est important pour la mémoire, pour ce judaïsme de nord-africain et cette culture. Et je sens que Myriam en plateau est très émue. Ouais. Et permettez-moi de remercier Serge Sidbon, mon oncle, qui a permis cette interview ce soir avec vous, Marc Nakache. À très vite. C'est très Martin, merci. Bye bye. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci David Antonelli, merci Myriam Azoghi-Alvax, merci Myriam Palomba et Meir Habib. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Chani Guedalia, suivi du Grand Oral présenté par Michael Darmon. Et on se quitte ensemble avec la Hatikva
hymne de l'État d'Israël chanté par des soldats de Tsahal devant le corps de Chaim Gvili. Petite séquence émotion pour terminer. Allez, bonne soirée à tous sur i24 News.